Bonsoir. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Maïf Social Club ce soir. Donc, pour cette soirée 3 en 1 autour du thème Geek Digital Addict, votre attention s'il vous plaît. Je suis Chloé, je m'occupe de la programmation du Maïf Social Club. Je serai là ainsi que toute l'équipe du Maïf Social Club pour vous parler du lieu tout au long de la soirée si vous le souhaitez, pour vous accompagner dans l'exposition si vous le souhaitez. L'équipe qui a porté aussi le commissariat de cette exposition, qui est l'équipe de l'atelier Arts et Sciences, est à ma gauche et se signale. Donc si vous avez besoin aussi d'être accompagné, si vous avez des questions à poser sur la partie qui est derrière vous, donc l'exposition, n'hésitez pas. Juste sur cette soirée, vous expliquer un tout petit peu comment elle va se passer. Donc, comme toutes les soirées 3 en 1, elle va débuter par un temps de débat d'idées. Puis, on va prendre un petit temps pour boire ensemble et manger quelques petites choses. Et ensuite, on va monter à l'étage pour le spectacle Je clique, donc je suis de Thierry Collet. C'est un spectacle interactif, c'est un spectacle auquel on ne peut participer qu'après avoir envoyé un texto aux numéros qui sont affichés là-bas. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, dès maintenant à envoyer des textos ou en tout cas à penser vraiment à le faire à la fin de la conférence. Voilà, je laisse Camille Diao vous présenter à la fois les intervenants et puis le cadre de ce débat d'idées qu'on va lancer. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Merci Chloé. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus ce soir pour ceux qui sont là IRL dans la salle et bonjour aussi à ceux qui nous suivent virtuellement en Facebook Live puisque la soirée est retransmise en Facebook Live. Donc Geek Digital Addict, votre attention s'il vous plaît, ce sera le thème de la discussion qui va suivre. Alors c'est assez marrant parce que pendant que Chloé était en train de vous présenter le Maïf Social Club, j'avoue je me suis laissée déconcentrer, j'ai regardé mon téléphone et là j'avais 2 SMS, 3 mails et une notification Instagram. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais je ne supporte pas de les laisser non lus. Ces petites pastilles rouges là qui me disent que j'ai un message non lu, ça m'énerve. Donc j'ai dû l'ouvrir, je me suis laissée déconcentrer. Et donc on était déjà là en pleine guerre de l'attention en fait. Chloé Tournier ou mes mails ou Chloé Tournier. Bon, j'ai fini par trancher et par écouter Chloé. Mais en tout cas, on a tous connu ce genre de situation. L'attention, c'est une denrée rare, précieuse, parce que sans attention, pas de consommation, donc pas de production de valeur. Du coup, aujourd'hui, à l'heure du numérique, les entreprises se livrent une véritable guerre pour capter et pour retenir notre attention. De quelle façon ? À quel prix ? Est-ce que les nouvelles technologies piratent notre cerveau, l'esprit des gens, pour paraphraser Tristan Harris, un ingénieur, enfin un ancien employé de Google qui a démissionné pour protester contre ces pratiques ? Est-ce qu'on est condamné à ne plus jamais savoir nous concentrer ? Comment faire pour se réapproprier notre capacité d'attention? Voilà quelques-unes des questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir avec nos 3 intervenants. Donc pour commencer, Carl Pinault, tout au fond, à droite, enfin à gauche pour vous. Vous êtes le cofondateur de l'association Designer Éthique. Cette asso, c'est l'histoire de 3 étudiants à l'ENS Lyon qui commencent à s'interroger sur la manière dont le design influe sur le consommateur. Et vous avez décidé de porter haut ce débat en organisant des conférences qui s'appellent Ethics by Design. La première a eu lieu à Lyon en 2017. La prochaine, ce sera à Paris en octobre, si je ne me trompe pas. Juste ici, à ma droite, Tristan Nito, un autre militant pour des services numériques responsables et respectueux des utilisateurs, on va dire. Alors, vous vous définissez comme un vieux natif du numérique sur votre blog. Oui, parce qu'avec les cheveux blancs, je peux pas camoufler, quoi. Hein, mais c'est vrai que je suis natif du numérique. Mais je suis tombé dans l'informatique à 14 ans, en 1980. Donc, très précoce. Vous avez dirigé la fondation Mozilla Europe. Vous avez fait partie du Conseil national du numérique entre 2013 et 2016. Et là, vous venez tout juste, il y a quelques jours, de quitter une start-up qui s'appelle Cozy Cloud et qui propose de contrôler aux utilisateurs de contrôler leurs données sur une seule et même plateforme. Et vous avez rejoint Quant, un moteur de recherche européen qui se veut respectueux de la vie privée, donc un peu le même genre de démarche. D'ailleurs, c'est dans la droite ligne, oui, tout à fait. Voilà, ce changement de poste, je vous le faisais remarquer tout à l'heure, est déjà signalé sur Wikipédia 2 jours plus tard. Et puis pour finir, au milieu, Yves Citon, bonjour. Vous êtes l'homme dont les travaux ont inspiré l'exposition qui est derrière vous, Attention Intelligence. Vous êtes professeur de littérature et de médias à l'université Paris 8. Vous co-dirigez une revue qui s'appelle Multitude, qui est une revue politique, artistique et philosophique. Et en 2014, vous avez publié un essai qui nous intéresse beaucoup puisqu'il s'appelle « Pour une écologie de l'attention », dans lequel vous prenez le passage d'une économie à une écologie de l'attention. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail, mais juste un mot pour dire que vous êtes
quelque part plutôt optimiste sur cette crise de l'attention. En tout cas, vous imaginez des solutions et des manières de la gérer. Avant ça, avant de commencer à parler de tout ça, on va commencer peut-être par des définitions. Ça fait 10 fois que je répète attention dans cette intro. Yves Citon, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire l'attention? Comment est-ce que vous définiriez cette notion? Alors d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous tous et toutes d'être venus. Je commencerai par résister à la tentation de définir l'attention, en particulier l'attention au singulier. Donc moi, j'ai fait un petit peu mon fonds de commerce de ces histoires d'attention. Je fais des livres, je fais des conférences. Et plus ça va, plus je me dis que c'est une imposture. Quand quelqu'un vient vous parler de l'attention, méfiez-vous. À mon avis, il y a une personne ou il y a un groupe de personnes qui peuvent parler de l'attention au singulier. Ce n'est pas mon voisin, mais c'est le chef de Google. Non pas de Quant, mais de Google. Pourquoi? Parce que du point de vue de Google ou de Facebook, il y a quelque chose qui est de la masse d'attention qu'on peut moissonner de chacun de nous et qui peut se vendre. Et c'est de l'attention, comme de l'eau. On boit de l'eau, de l'air, on respire de l'air. Et là, on peut le mettre au singulier, au partitif. Il y a de l'attention qui s'achète et qui se vend. Dans nos vies à nous, je suis attentif à ma compagne, je suis attentif à la route, je suis attentif au film, nous sommes attentifs à l'environnement. C'est chaque fois des genres, des modes, des types, des implications d'attention qui sont qualitativement très différentes. Et donc peut-être que la première chose qu'on pourrait se dire, c'est si on parle de l'attention au singulier, on fait comme si c'était quelque chose d'homogénéisable, de l'attention qu'on achète et qu'on vend. Et il faut toujours se rappeler qu'il y a des types d'attention très différents, ne serait-ce que, en français, vous savez qu'on a deux adjectifs qui sont très proches et à la fois distincts. On est attentif ou on est attentionné. Le chasseur est attentif à la proie et il va la dézinguer. L'infirmier est attentionné, si tout se passe bien, pour son patient. Il est attentif pour pas qu'il tombe malade, mais il est attentionné en lui faisant un petit sourire, en le touchant de façon un petit peu pas trop violente ou brutale. Donc commençons peut-être par nous demander l'attention comme telle. Ça n'existe pas, il y a des modalités d'attention, et après si on veut généraliser un petit peu, après je me tais, j'ai tendance à parler beaucoup, donc il faut m'interrompre. Peut-être qu'on peut dire que l'attention, c'est ce qui construit notre monde à l'intérieur de nos environnements. À savoir que nos environnements, ils sont toujours pleins de choses qui potentiellement pourraient être très intéressantes. Je ne sais pas, on peut regarder juste ceci. Vous cadrez ceci et les plis de la chemise de mon voisin. C'est beaucoup de travail. Non, mais passe des heures. Mais en plus, c'est de l'incontrôlé. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Il y a toute une histoire là-dedans. Je pense que vous n'avez pas été très attentif à ça. Et pourtant, on pourrait... Enfin, moi, je suis prof de littérature, donc je peux passer des heures à expliquer n'importe quoi. Et donc là, je pourrais très bien faire un commentaire très poussé de ceci. Et ça deviendrait intéressant. C'était un autre type de littérature, quelqu'un qui s'appelle Flaubert, qui dit « Il suffit de regarder quelque chose assez longtemps pour que ça devienne intéressant ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là je finis là-dessus, ça renverse un petit peu ce qu'on pense habituellement des rapports entre économie et attention. D'habitude on se dit, bah tiens, c'est parce que je donne de la valeur à quelque chose que j'y suis attentif. Par exemple, vous aimez l'opéra. Moi j'aime pas l'opéra, mais si vous aimez l'opéra, vous voyez le nom d'une cantatrice très célèbre, c'est parce que vous aimez l'opéra que vous voyez le nom sur l'affiche. Moi, je vais passer à côté et je ne vais pas reconnaître ce nom. Donc, c'est parce que vous aimez l'opéra, parce que vous valorisez l'opéra, que vous êtes attentif au nom de la chanteuse, la cantatrice. Mais Flaubert nous dit le contraire. C'est parce qu'on regarde quelque chose, parce qu'on donne de l'attention, qu'on lui donne de la valeur. C'est parce qu'on regarde ça un peu en détail qu'on va s'apercevoir que c'est intéressant de regarder ça, qu'il y a toute une histoire là, par exemple. Et donc, les rapports entre valeur et attention, ils se mordent la queue, en quelque sorte. Et là, ça fait un problème économique très compliqué. Alors justement, l'attention comme ressource économique, comme ressource limitée, c'est la ressource que les nouvelles entreprises technologiques essayent de capter. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on est entré dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention, peut-être, Tristan Netto? En fait, ça existe depuis super longtemps. Il y a une quinzaine d'années, un certain monsieur Lelay, à l'époque patron de TF1, disait « Le vrai métier de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau humain disponible à Coca-Cola ». Donc vous voyez, pourtant lui, il est plutôt old school, quoi, en arrière-garde même, dirais-je. Enfin, d'ailleurs, il est retiré du business. Mais déjà, c'était une certaine façon de monétiser, de commercialiser de l'attention, puisqu'il disait, ben voilà, moi, j'ai besoin de cerveau bien ramolli,
par la télévision pour non mais il faut relire l'interview et il dit des choses pas ramollies, non mais assouplies, enfin prédisposées à capter la publicité. J'ai retranscrit son interview. Donc je ne peux pas vous le dire, et elle est sur mon blog, standblog.org, paf, j'ai chopé votre attention. Et donc vous allez chercher le lait sur standblog.org avec Quant, et vous allez trouver l'interview. Et effectivement, donc il dit, bon, faut proposer du truc pas très challengeant pour le cerveau humain, et ensuite, bim, on met du Coca-Cola, et c'est ça qu'on vend à Coca-Cola. Et ça existait déjà donc depuis longtemps. Là, quelqu'un qui encore essaye d'atteindre notre attention avec une sonnerie téléphonique. Ensuite, on a complètement changé les choses avec de la publicité ciblée. Et donc, c'est essayer de trouver ce à quoi on s'intéresse pour fournir quelque chose qui retienne notre attention et qu'on mémorise. Donc, il y a des tas de méthodes comme ça. Un des champions français de cette chose-là, qui s'appelle par exemple retargeting, c'est la société Criteo, qui est française. Et Criteo vous piste un peu partout sur Internet, voit que vous avez regardé un fer à repasser sur le site de la FNAC, et après vous allez lire Le Figaro, Le Point, Libération ou Le Monde, et vous avez un fer à repasser qui vous suit à la trace dans toutes les pages. Voilà, c'est ça. C'est parce que vous lui avez montré que vous y étiez intéressé, de l'intérêt, et donc on essaye de recapturer, de retargeter, recibler et vous transformer ça en acte d'achat. Et évidemment, ça vaut de l'argent pour les publicitaires. Alors, on reviendra un petit peu plus tard justement sur toutes ces techniques pour essayer de capter notre attention. Mais je voudrais revenir à cette idée que, en fait, c'est pas si nouveau que ça, l'économie de l'attention. Est-ce que c'est même peut-être plus vieux que Patrick Lelay et pourquoi est-ce qu'on en est quand même rentré dans une nouvelle dimension avec les nouvelles technologies ? Alors moi, je vais peut-être faire un petit saut beaucoup plus en arrière, alors il y a un beau livre, malheureusement, il ne s'est pas encore fait traduire en français, de Tim Wu, qui s'appelle The Attention Merchant, les marchands d'attention. Et lui, il fait commencer cette histoire en 1833, où il y avait c'est le début du 19e siècle, c'est le moment des périodiques qui se développent. Et même Patrick Lelay n'était pas né, c'est-à-dire que c'est très très vieux. Et donc, 1833, quelqu'un a l'idée à New York de vendre un quotidien à la moitié du prix de production du quotidien. Donc, il faut acheter le papier, il faut l'imprimer, etc. Mettons que ça coûte $1, il le vend à 50 cents. Et forcément, vu que les gens ont le même produit que l'autre, et tout le monde achète son journal qui explose et qui écrase tous les autres, parce qu'il a l'idée de dire 50 cents, on va payer avec ce que les gens nous donnent, et puis 50 cents, on va demander à des gens de mettre des annonces dedans. Et c'est à partir de ce moment-là où on vend l'attention de ceux qui vont acheter et lire le journal, on le vend à des annonceurs, et on a donc un système de double marché. Il y a vous qui achetez le journal, et puis il y a l'annonceur qui achète quoi ? Votre attention. Et donc à partir de 1833, ce modèle-là, c'est un modèle économique qui se met en place et qui se développe après jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Carl Pineau, vous qui travaillez sur les questions de design, quels sont justement ces mécanismes et ces techniques aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies, qui permettent de maintenir de retenir et de capter notre attention, peut-être de manière beaucoup plus sophistiquée qu'à l'époque de la réclame dans les journaux dans les années 1830 ? Oui, tout à fait. En fait, il y a aussi une deuxième définition de l'économie de l'attention, au sens où l'attention, si vous avez une personne et 3 services qui réclament votre attention, vous avez donc un nouveau système économique qui se met en place au-delà même des systèmes monétaires, qui va être que chacun veut avoir votre attention, veut gagner votre attention. Et donc pour gagner votre attention, on va mettre en place des technologies, des fonctionnalités, donc ce qu'on appelle du design, c'est-à-dire qu'elles sont conçues, ces fonctionnalités, pour capter votre attention. Et il y en a un grand nombre qui vont se baser sur ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc en fait, un biais cognitif, pour le définir, c'est un raccourci que va prendre votre cerveau, qui la plupart du temps va vous faire gagner du temps, mais qui, dans certains contextes particuliers, peut se retourner contre vous. Et donc, il y a un biais cognitif qu'on donne toujours en exemple, qui est celui que Facebook utilise quand vous allez sur Facebook, quand vous avez une notification, vous cliquez sur ce Facebook pour voir la notification, parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette notification. En fait, c'est un jeu de hasard. C'est-à-dire que peut-être que ça va être un truc super intéressant, peut-être que vous allez avoir un nouvel ami, peut-être que vous avez 15 likes, peut-être que, je sais pas, vous avez quelqu'un qui vous a cité et qui est super connu, mais peut-être que ça va être quelque chose qui est totalement inintéressant, peut-être que c'est juste Facebook qui vous rappelle que vous pourriez écrire quelque chose sur Facebook. Et donc, Une fois sur 3. Voilà.
Et donc ce jeu de hasard, c'est exactement ce qui se passe dans un casino quand vous jouez à la machine à sous et que vous tirez la manette et que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et comme vous ne savez pas ce qui va se passer, et ben en fait vous rejouez. C'est une expérience qui a été faite sur des rats qui montre que si on met un rat dans une cage et qu'on lui met un petit bouton sur lequel il peut appuyer qui gagne de la nourriture, si à chaque fois qu'il appuie sur le bouton il gagne de la nourriture, et ben il va se lasser au bout d'un moment. Par contre, si à chaque fois qu'il tape sur le bouton, enfin si c'est aléatoire, quand il tape sur le bouton c'est aléatoire le fait qu'il a de la nourriture, et ben là il va devenir fou. Il va sans cesse taper sur le bouton pour gagner de la nourriture. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec notre cerveau. Donc les mécanismes de jeu sont importants dans la captation de l'attention ? Ça, c'est un exemple qui est vraiment excellent. Et en fait, c'est devenu une forme, à la fois une science et un art, que de créer des services qui vous rendent complètement accro. Et de façon, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, où vous étiez encore scotché, et je faisais pas mieux. Moi, j'étais en train de tweeter qu'il fallait aller sur Facebook pour aller regarder ici en live. Donc vraiment, il y en a pas un pour rattraper l'autre ici. Mais c'est parce que c'est fait pour, quoi. Enfin, on peut démonter le mécanisme. Moi, un scandale récent est lié, par exemple, à la dopamine. Il y a quelques mois, Sean Parker, ancien président de Facebook, disait nous, on avait trouvé un truc pour pirater votre cerveau, un truc à base de dopamine. Et alors il explique, la dopamine, c'est une substance c'est un neurotransmetteur, une hormone qui est dans le cerveau et qui fait partie du circuit de la récompense. C'est-à-dire que quand on peut avoir une récompense, eh bien on a un lâcher de dopamine qui donne un bien-être. Et il y a un certain nombre de cas où il y a des pics de dopamine qui nous font nous sentir bien. Et ces pics de dopamine, c'est horrible parce que en fait, ils sont liés à des comportements qui sont au plus profond de la race humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses dont on a besoin aujourd'hui dans la vie pour survivre au XXIe siècle dans une grande ville comme Paris. C'est quelque chose qui remonte à la période des hommes des cavernes et qui a trait vraiment à l'essence même de la survie de l'espèce. Donc, parce qu'il faut savoir que la survie de l'espèce, c'est la mission numéro 1 de l'individu d'une espèce. Son truc, au-delà de réussir sa vie, gagner des sous, etc., sa mission au plus profond de lui-même, dans le sens de la vie, de toute la vie, il faut reproduire l'espèce. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire. Premièrement, il doit se reproduire. C'est essentiel. Il doit manger pour pouvoir vivre jusqu'à la prochaine fois qu'il se reproduit. Et puis, il doit se protéger d'un environnement qui, à l'époque, était dangereux. Et donc, ça a donné... en fait, il y a des pics de dopamine qui sont associés à ces trois choses-là. D'abord, il y a des pics de dopamine quand on drague. C'est-à-dire quand il y a la perspective d'avoir un éventuel rapport sexuel, même pas immédiat, quoi. Mais si j'ai peut-être pécho, bim, il y a un pic de dopamine. Donc c'est pour ça que vous avez des relous dans la rue, c'est parce qu'ils se font des pics de dopamine à pas cher, quoi. C'est triste, mais ça va être super dur de lutter contre ça, quoi. Je veux dire, on part quand même avec un certain handicap. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut dire juste que putain, il y a du boulot, quoi. Bon. Donc ils ont des pics de dopamine parce que la petite là, elle a peut-être chopé et tout. Non. Alors, déjà, pic de dopamine. Les filles ont des pics de dopamine aussi. Et, ont d'autres stratégies. Non, mais c'est bien. On n'est pas mieux lotis d'un côté que de l'autre. C'est juste qu'il y en a, moi, ça m'énerve plus que d'autres. Bon, mais voilà. Ça, c'est un premier truc. Deuxièmement, la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on est là quand il y a un bon petit plat, une odeur de cuisine, etc. Pic de dopamine, parce que c'est quelque chose qui incite à se nourrir. Et le troisième truc, qui est celui qui nous intéresse, c'est vivre en groupe, être reconnu par le groupe, être intégré dans le groupe. Et les pics de dopamine, ils sont donnés par Facebook quand on reçoit des likes ou des commentaires, etc. Ça montre qu'on fait partie du groupe. Et ça excite ce mécanisme de pic de dopamine qui nous récompense parce qu'on fait partie du groupe, parce que faire partie du groupe, c'est être plus fort, c'est se protéger d'un environnement qui est dangereux. Et donc ça, c'est vraiment pire qu'ancestral. Et c'est ce mécanisme qu'ils ont trouvé en disant, regardez, on arrive à donner des pics de dopamine aux gens et ça les rend accros à nos produits. Et c'est comme ça qu'on en est à regarder des notifications pour savoir si, oui ou non, on est reconnu comme faisant partie du groupe. Combiné avec la partie aléatoire dont on parlait tout à l'heure,
Eh bien, c'est ça qui nous rend complètement accro, et c'est la thèse d'un livre qui est la bible de tous les start-upers qui font des services à succès. Ça s'appelle Hooked, accro, littéralement, in English, et ça vous explique comment rendre des services addictifs et faire des choses que les gens ne pourront pas lâcher. Donc c'est théorisé et assumé par les concepteurs même de services numériques, de plateformes en ligne. C'est un peu honteux, mais entre eux, ils en parlent, oui, tout à fait. C'est partie de la performance. Ouais. Et alors, est-ce que le design est vraiment le cœur du problème ou est-ce que c'est un des symptômes de ce mécanisme-là ? Pour nous, c'est clairement un symptôme. C'est-à-dire que les designers dans les entreprises n'ont pas le pouvoir de décision. À la base, il y a un modèle économique qui est celui de services gratuits. Facebook, c'est gratuit, Google, c'est gratuit. Donc, il faut se financer, effectivement. Comme le disait Tristan, il faut se financer par la publicité. Et donc, pour être sensible à la publicité, eh bien, il faut que vous soyez présent sur le service. Si vous n'êtes pas présent sur le service, vous n'allez pas voir la publicité, vous n'allez pas faire gagner d'argent à la plateforme qui vous propose cette publicité. Et donc, pour nous, le problème, il vient en partie des designers, parce que les designers pourraient imaginer d'autres manières de concevoir des services, mais pas que. C'est-à-dire que sans remettre en cause fondamentalement le modèle économique du service, on ne peut pas vraiment espérer avoir quelque chose d'autre. Et ça ne se réduit pas aux services gratuits. Il y a un exemple qui est assez frappant, c'est celui de Netflix, qui, donc quand on regarde une série, vous avez ce qu'on appelle l'autoplay. Donc quand vous avez fini un épisode, l'épisode suivant va se lancer tout seul. Ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment une fonctionnalité de design de l'attention. Elle est uniquement présente pour que vous continuiez à regarder des séries. Et si elle est présente, alors même que vous payez un abonnement, c'est parce que votre abonnement n'a pas d'engagement, donc vous pouvez arrêter tous les mois. Et donc le fait que vous regardiez de plus en plus de séries est une justification de Netflix pour vous dire, bah, regarde, si, c'est intéressant que tu gardes ton abonnement parce qu'en fait, tu regardes beaucoup de séries. Donc c'est un peu même encore plus vicieux. Et donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement c'est à la fois une question des designers, mais c'est aussi une question des modèles économiques. Netflix, qui c'est écrit dans la petite présentation de cette soirée, considère que son plus grand concurrent c'est le temps de sommeil de ses utilisateurs. Cette guerre de l'attention, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est souvent vécue comme quelque chose d'étouffant par les utilisateurs ou malgré la dopamine qui nous fait plaisir quand on a une notification, il y a quelque chose d'étouffant ça revient souvent, on est sursollicité, c'est presque une souffrance. Yves Citon, quelles conséquences ça a sur l'humain, sur notre cerveau, et pourquoi est-ce qu'on se sent étouffé parfois par tout ça ? Alors là, il y a plein de réponses possibles à plein de niveaux possibles. Moi, ce que j'aime bien dire, comme j'ai commencé à le faire tout à l'heure, c'est que l'attention comme telle, ça n'existe pas. Il y a des niveaux à partir desquels on peut aborder les phénomènes attentionnels de façon différente. Un des biais communs lorsqu'on parle de l'attention, c'est qu'on imagine un individu, souvent même c'est plutôt un jeune, avec un écran. Et puis après, on contraste. Ah, c'est mieux si le jeune, il a un livre plutôt que papier, plutôt qu'un écran. Puis on commence à faire plein de choses là-dessus. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on focalise le problème sur une question individualisée. Comme si l'attention, de nouveau, quand on a conjugué en singulier, vous savez, avec une seule chose, c'était moi et telle chose à regarder. Moi et Netflix, moi et ceci. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dire qu'il y a toute une série de niveaux attentionnels et j'aime bien partir par le collectif. Mon attention, c'est le résultat très, 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 très lointain de toute une série de choses qui se passent avec nos attentions. Il y a d'abord des attentions collectives, ceux qui passent par les médias. On est tous rythmés par des choses qu'on regarde ça sur TF1 avec Patrick Lelay, qu'on regarde ça sur Facebook, qu'on voit ça à travers Facebook, qu'on voit ça à travers Le Monde ou à travers nos voisins, etc. Voilà, il y a un grand tremblement de terre quelque part, on l'a tous en tête. Il y a un attentat terroriste, je ne sais pas où, on est tous paranoïaques. Donc il y a des sortes de grands rythmes, et c'est à l'intérieur de ces choses dont on nous insuffle qu'elles sont pertinentes, qui rythment nos existences, qui rythment nos affects, nos angoisses, plutôt nos angoisses d'ailleurs que nos espoirs. À l'intérieur de ça, je suis attentif. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis attentif au terrorisme. Je ne suis pas attentif au terrorisme. Il y a toute une machine énorme, toute une idéologie, tout un pouvoir politique, tout un pouvoir économique qui a intérêt à faire peur, parce que faire peur, ça capte l'attention et ça fait vendre, qui fait que collectivement, nous sommes attentifs au fait qu'un type sorte avec un couteau et puis attaque quelqu'un. Mais je veux dire que des cons fassent des conneries, que des gens soient blessés, qu'il y ait des gens qui souffrent, ça arrive partout. Et on élit un type
de crimes. Il y a plein de femmes qui se font trucider par leur mari. Ça existe. Beaucoup plus que de gens qui se font attaquer dans la rue avec des couteaux. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours du type, et il se trouve qu'il dit Allahu Akbar, et il se trouve qu'il est associé aux banlieues, et il se trouve qu'il y a toutes sortes de passé colonial qui remontent là derrière. Alors ça fait toujours les premières nouvelles. Mais qu'une femme se fasse tuer par son mari, tiens, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup on faisait un truc national? Nanterre, une femme s'est fait tuer par son mari, puis on amène puis les flics, etc. On le fait pas. On a eu Marie Trintignant, mais enfin bon, c'était il y a longtemps. Voilà, alors c'était il y a longtemps, puis c'était Marie Trintignant, c'était pas une femme, c'était bon. Donc ces espèces de gigantesques asymétries-là font que nous, collectivement, c'est pas moi, c'est pas Patrick Lelay même, c'est vraiment des logiques systémiques qui font que nous sommes attentifs à certaines choses. Et c'est à l'intérieur de ça que, effectivement, moi, je suis attentif à cela. Donc, il y a l'attention collective dont je parle maintenant, il y a l'attention qui s'appelle l'attention conjointe, qui est ce qu'on a maintenant. À savoir, on est ensemble, au même moment, dans le même espace, et ce que je dis est fonction de la façon dont vous me regardez. Si comme vous pouvez faire le jeu, tout d'un coup vous regardez tous là-bas, nous on aura l'air con. Enfin, on va pas parler la même chose. De même si nous, quand on commence à parler entre nous puis on vous ignore. Donc, ce qui arrive maintenant entre nous, c'est un phénomène d'échange attentionnel de l'attention conjointe. Et c'est très différent de TF1 ou de ce qu'on fait avec le télé, c'est très différent de moi avec un écran. C'est pour ça qu'il y a des attentions différentes, il y a des niveaux d'attention. Alors maintenant, je reviens à votre question. Est-ce qu'on est toujours à subir? Est-ce que, justement, on est complètement livré, pieds et poings liés par des gens qui veulent nous rendre addicts à tout et n'importe quoi? Il y a des pressions. Je crois qu'il y a une gigantesque pression dans le monde dans lequel on vit, c'est la pression compétitive pour maximiser le profit. Donc parmi ces choses collectives, il se trouve qu'on vit dans un système capitaliste. Il se trouve que ce système capitaliste, non seulement il s'étend sur toute la planète, mais il pénètre de plus en plus de nos espaces et de nos moments de vie, et qu'il instille, il fait passer partout une pression qui aligne nos attentions sur une pertinence qui est optimiser le profit. Moi, je suis prof d'université. On me tient de plus en plus des discours sur la professionnalisation de mes étudiants. Ça veut dire quoi, la professionnalisation de mes étudiants? Ça veut dire que quand je fais des cours, ce à quoi je dois penser, c'est de former des gens qui vont être bien alignés sur le marché de l'emploi. Lequel marché de l'emploi est aligné sur le profit actionnarial? Donc ce petit exemple du discours de la professionnalisation, ça nous dit que tout doit s'aligner là-dessus. Donc oui, il y a une pression compétitive. Mettons que ça, on va appeler ça le capitalisme, même si ça a fait un petit peu père Fouettard, et puis on ne sait pas très bien s'il est barbu ou pas le capitalisme, mais appelons-le comme ça. Non, c'est Marx qui est barbu, tu confonds. Oui, puis toi aussi. Donc il y a quelque chose comme ça. Et après, il y a plein de petites couches où justement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel? Moi, autant que possible, sitôt que je vois de la publicité quelque part, je déconnecte. Voilà. J'écoute pas mal France Culture. Maintenant, je vois que France Culture commence à faire une sorte de sponsoring. Ils commencent, je sais pas, j'ai entendu ça une ou deux fois, où avant l'émission, on me dit « Oh, ce programme a été soutenu par quelque chose. » Et moi, j'hésite à les zapper, voilà, à faire d'autres choses, je veux pas. Et là, on a tous individuellement quand même une capacité. Alors, dans l'économie de l'attention, on disait toujours, il me semble tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est on subit l'économie de l'attention. Et c'est vrai. Parce que j'ai besoin de prendre mes nouvelles, puis mes nouvelles, souvent, quand je les prends, il y a de la pub, etc. N'empêche que, une des leçons qu'on peut inverser dans l'économie de l'attention, et c'est un petit peu celle que je donnais tout à l'heure avec Flaubert, c'est nous avons le pouvoir de donner de la valeur à quelque chose ou pas. Ce que nous dit Flaubert, c'est on regarde ça, puis ça devient intéressant. On lui donne de la valeur parce qu'on le regarde. Les médias ne valent rien, zéro, tant qu'il n'y a pas de l'attention qui s'investit en eux. Tant que nous n'investissons pas notre attention dans une chaîne de télévision, dans Netflix, dans quelque chose, la valeur commerciale est zéro, zéro. Donc, on pourrait très bien se dire, bah tiens, nous tenons le couteau par le manche. C'est nous qui avons ce qui fait la valeur. C'est nous, alors on peut dire en tant que travailleurs, le marxisme classique, c'est le travailleur qui met son énergie et qui fait marcher l'usine. Sans travailleur, il n'y a pas de production, etc. Mais on peut renverser la chose. C'est nous, c'est notre attention qui donne de la valeur à tout le système médiatique. Donc si on est assez individuellement à se dire, bah, tiens, quand il y a de la pub, on zappe, ça, à mon avis, ça va produire des effets.
On nous parle souvent, aujourd'hui, quand on parle de cette question de l'attention, de mots de notre époque qui seraient une conséquence directe de cette guerre de l'attention, des maladies comme le burn-out, où on nous explique que l'humain est en train de perdre sa capacité de concentration. Est-ce que ça s'est étayé scientifiquement? Est-ce que c'est de véritables observations? Est-ce qu'on est prisonnier de ça? Ou Carl Pinault, par exemple? J'avoue que je ne saurais pas trop répondre sur le caractère scientifique de notre capacité à se focaliser sur quelque chose de précis. Alors, il y a des études qui disent que, des études, ou en tout cas des chercheurs qui disent que quand on a une notification ou que notre attention donc, est cassée, on mettrait quelque chose comme 20 minutes à se reconcentrer. Et que du coup, comme maintenant on a des notifications tout le temps, en fait, on n'est jamais concentré. Après, voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que l'attention, c'est quelque chose qui se travaille et que du coup, plus on va... Voilà, c'est l'exemple de la lecture, c'est plus on va prendre le temps de lire au quotidien, plus on va avoir une facilité à lire au quotidien. Et que donc, c'est quelque chose qui s'éduque. Après, est-ce que les nouvelles technologies... C'est un vrai problème d'ailleurs, parce que tu vois des enfants, c'est tellement fréquent, tu vas au restaurant un jour, à une heure qui est compatible avec les enfants, dans un restaurant compatible avec les enfants, le nombre de gamins qui ont des tablettes et des téléphones sur les genoux, et même plus tôt, tu vois, à la maison, papa ou maman font le repassage et ils ont besoin d'être tranquilles. Le gamin, il a une tablette dans les pattes et il a 2 ans. C'est une délégation d'attention, en fait. Ouais, et je comprends, c'est vachement. Enfin, moi, en tant que parent, je suis sûr que j'en aurais rêvé d'avoir mes enfants plus tard, à une époque où les tablettes existaient, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et enfin, évidemment, ça a un impact. Parce que le cerveau est plastique et il peut être déformé, et d'autant plus qu'on est vraiment très jeune. Mais tu prends un enfant et tu le matraques avec du design de l'attention, parce que là aussi tout est fait dans des jeux pour le maintenir captif. Et derrière, tu vas essayer de lui apprendre la lecture, tu vas essayer de lui dire tiens mon garçon, tu vas te concentrer pendant 4 heures sur du Flaubert. Tu pars de loin. Enfin, déjà, c'est pas facile, Flaubert. Même quand t'as été élevé au milieu d'une bibliothèque, mais alors quand t'as été élevé par des tablettes, c'est limite inatteignable, quoi. Donc, je pense. Enfin, je suis pas très optimiste là-dessus. Je pense, j'ai pas d'études scientifiques à produire, mais c'est évident de la plasticité du cerveau et des jeunes cerveaux en particulier, qu'il y a un impact. Est-ce que cet impact est nécessairement négatif, j'en sais rien. Mais en fait, on est un peu en train de jouer aux apprentis sorciers avec le feu. Qu'est-ce que va donner une société où les gens sont habitués à être shootés à la dopamine et au bricolage de l'attention? C'est inquiétant. Je ne sais pas si dans l'assistant, qui a vu ce film, un navet totalement minable qui s'appelle Idiocratie. Idiocratie, c'est... Voilà, donc voilà, levez la main, ouais, non, quand même, ça va, je suis pas seul. Alors, Idiocratie, c'est terrifiant de bêtises, et c'est magnifique en même temps, parce que autant c'est mauvais, autant c'est révélateur de ce qu'on vit, c'est juste à 2-3 ans d'avance. Enfin, il faut voir le film où en fait ça décrit une société où il y a que des crétins en fait, et qui sont complètement abétis par des multinationales. Et donc notez bien, Idiocratie, c'est américain, mais c'est un navet, je vous ai prévenu. Mais si on regarde limite de façon scientifique, on va se dire ah oui, c'est un film d'anticipation ou c'est de la sociologie. Moi, j'ai envie de prendre le contre-pied de ça, pas pour dire que c'est faux. D'ailleurs, je n'ai pas vu le film, mais je veux dire tous ces soucis sur l'incapacité de la jeunesse à se concentrer, sur tout le monde est distrait, on n'arrive plus à être attentif, etc. Je crois que c'est absolument vrai. Moi, je le sens que j'ai de la peine aussi à être à la hauteur des sollicitudes, des sollicitations que j'ai. Tu disais que tu n'as pas de compte Twitter, tu n'as pas de compte Facebook. Facebook. J'ai pas de Twitter, j'ai pas de Facebook, etc. Mais je sens que c'est difficile. Donc c'est vrai. Mais il me semble que c'est la moitié de la vérité. Qu'il y a une autre face dont on ne parle pas, à mon avis, assez souvent, qui peut nous faire, alors soit nous donner des raisons d'espoir, parce que je crois simplement se désespérer tout le temps, c'est pas non plus une bonne idée. Donc, par exemple, j'ai pas fait de nouveau l'enquête à fond, pas plus que toi, mais il me semble qu'il y a un truc qui s'appelait
Harry Potter, je crois. Non, je crois que ça existe. Alors, il y a plein de gens qui ont vu le film, mais je crois qu'ils ont vu que cette brave dame a vendu beaucoup de livres papier, je crois, ou je me trompe. Oui. Ouais. Et puis que ces livres papier, c'était pas des trucs de 3 pages qu'on fait vite et puis comme ça, voilà. Et donc, peut-être que de remettre ce qu'on sait tous, à savoir qu'Harry Potter sous forme livre a été un grand succès, avec le fait que la jeunesse soit incapable de lire des choses longues, peut-être que c'est pas aussi simple que ça. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Catherine Hales, qui est professeure de littérature comme moi, qui trouve aussi très important de pouvoir lire des longs romans ou de pouvoir passer 2 heures sur 3 lignes. Donc elle est complètement conquise par ce qu'elle appelle l'attention profonde. C'est très important de développer une capacité à l'attention profonde. Mais elle dit plutôt que d'opposer l'attention, qui devrait être la concentration, la focalisation, l'attention profonde, à la distraction, qui serait le contraire de l'attention, soit on est attentif, soit on est distrait, elle dit il y a quelque chose qu'on va appeler hyper-attention. Alors bon, c'est un peu malheureux parce que quand on pense hyper-attention, on pense hyper-concentration. Mais non, justement pas. Elle veut dire hyper-attention, c'est la capacité à être attentif, un peu superficiellement, mais à plein de choses. Quand vous marchez dans la rue, s'il y a un tram qui passe, vous entendez le tram. En marchant, alors moi c'est toujours mon exemple, combien de fois vous vous êtes cogné le nez contre un poteau ou contre un passant aujourd'hui ? Je ne vois pas beaucoup de nez sanglants, donc j'imagine que vous avez la capacité à marcher dans une rue, même une rue parisienne, même quand il fait beau, qu'il y a plein de gens, aller à Saint-Lazare à 19h, à Saint-Lazare, c'est hallucinant, le nombre de corps qui se frôlent et le peu de nez ensanglantés qu'on voit. Moi, je trouve ça absolument miraculeux. Ça veut dire quoi ? Est-ce que quand vous marchez à Saint-Lazare à 19h, vous êtes attentif ? Non. Vous n'êtes pas le chasseur qui cherche une proie. Vous pensez à vos petits trucs de la journée. Moi, je suis la proie qui essaye d'éviter les gens qui veulent me marcher dessus. Ouais, mais... Et encore, je fais 115 kilos, hein. Les gens n'osent pas trop. Alors bon, moi qui ne fais pas 115 kilos, j'ai même pas peur des gens qui font 115 kilos. Il me semble que je pense à mes petits trucs, et puis oui, je suis attentif à tous les petits détails qu'il peut y avoir pour ne pas me faire les piliers, pour ne pas me faire les passants, pour ne pas m'encoubler. Donc je suis attentif à tout ceci. Et pourtant, on pourrait tout aussi bien dire que je suis distrait de tout ceci, parce que j'y pense pas, je focalise pas mon attention, je suis en train de penser à ce que je devrais faire le lendemain, etc. Donc cette hyper-attention, on l'a tout le temps. Et ce que dit Catherine Hale, c'est, oui, peut-être qu'on est en train de vivre une mutation où on devient davantage hyper-attentif et où c'est un petit peu plus rare ou plus difficile de cultiver l'attention profonde. Mais peut-être que c'est pas forcément si mal que ça. Moi, une chose que j'aime bien dire, c'est que notre époque, dont on dit que c'est la crise de l'attention et qu'on n'est pas assez attentif, moi j'ai envie de dire, notre époque, elle est beaucoup trop concentrée. On vit une époque concentrationnaire, à savoir qu'on est tous focalisés, concentrés, obsédés, par exemple, par quelque chose qui s'appelle le PIB, par quelque chose qui s'appelle la croissance, par quelque chose qui s'appelle le chômage. Il y a toutes ces choses-là qui nous obsèdent complètement, qui nous ont obsédés depuis des décennies, et puis tout d'un coup, on est en train de se réveiller, puis se dire « Ah tiens, il y a un truc qui a l'air qui s'appelle le dérèglement climatique, et peut-être que c'est un peu différent de la croissance, et peut-être qu'on est tellement concentré sur la croissance, on veut tellement préserver nos emplois, qu'on n'envisage pas du tout ce qu'il faudrait faire pour justement se distraire, se tirer loin de cette obsession, de cette concentration économiste sur la croissance ou sur le PIB, et qu'on n'est pas du tout assez distrait. Donc que des jeunes soient un peu distraits en se demandant voilà, à quoi il faudrait être un petit peu sensible là, pour pas trop rentrer dans les murs et pour pas trop passer par-dessus les abîmes, que ce soit les abîmes écologiques en particulier, et moi je trouve que c'est peut-être une bonne chose. Et tant pis s'ils sont un petit peu moins concentrés que nous, dingues, l'avons été au XXe siècle. Alors moi je voudrais reprendre là-dessus rebondir mais d'une façon très différente. Je pense qu'on est trop concentré sur les jeux, sur Facebook, sur machin, et je pense que je sais plus, je voyais un dessin il y a quelque temps où c'était ah ouais, tous ces jeunes, oh les cons, ils sont vraiment sur leur téléphone tout le temps, alors que de notre temps c'était pas pareil. Et son copain lui disait ah ouais, qu'est-ce qu'on s'emmerdait. Parce que non mais c'est vrai, je veux dire, moi j'ai habité à la campagne quand j'étais petit et oui, qu'est-ce qu'on s'emmerdait quoi. On savait jouer avec un bout de ficelle et une canette, mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait. Et peut-être qu'il y a une valeur
à s'emmerder en termes de créativité, de rêverie, et là-dessus, je pense qu'on perd quelque chose. Donc, j'ai juste pour ça, j'ai une note en bas de page, j'ai vu un très beau graffiti à Paris 8 l'autre jour, il y a plein de graffitis. C'était une sorte de figure de statue de la liberté, et c'était marqué dessous « Ennui debout ». Donc il y a « Nuit debout » et « Ennui debout » avec un grand E. Et je trouvais, voilà, ça c'est beau. C'est un peu ça, non? Ennui debout. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais donc déjà vous dire qu'il est 19h45, on va bientôt devoir passer aux questions, mais il y a encore 2-3 points que je voudrais aborder avec vous. Déjà, revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire notre capacité individuelle à se réapproprier notre attention en résistant quelque part à ces sollicitations. Ça, c'est du point de vue du coup, de l'utilisateur. Qu'en est-il du point de vue des concepteurs? Et je me tourne vers vous, Carl Pinault. Qu'est-ce que ça veut dire une conception, un design éthique qui respecte la liberté attentionnelle, si je peux dire, de l'utilisateur? Alors ça, c'est une question qui est très compliquée, à laquelle on n'a pas de réponse toute faite. La première chose que nous, on préconise, c'est déjà d'être explicite envers l'utilisateur. C'est de dire, explicitement annoncer la couleur, de dire, voilà, telle fonctionnalité est une fonctionnalité qui a tendance à capter votre attention. Donc ça serait la première chose, ça serait déjà super bien si tout le monde faisait ça. La pédagogie. Voilà, la pédagogie. Et ensuite, on pense que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du modèle économique, fondamentalement, il n'y a pas de secret, et les designers ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent dans des sociétés qui sont basées sur un système où elles doivent générer de l'argent, et c'est normal. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est qu'en fait, ce soit aux institutions publiques, à l'État, de prendre ses responsabilités. Et comme il y a 40 ans, on a eu une loi pour protéger les données personnelles des citoyens français, donc avec la CNIL et la DIL, ça nous paraît essentiel qu'en France, il y ait des lois qui soient là pour protéger les citoyens sur la manière dont les entreprises privées peuvent jouer avec leur cerveau. Ce qu'on dit souvent, c'est que quand un scientifique en sciences cognitives mène des expériences, il est encadré, il a un cadre déontologique pour ne pas faire n'importe quoi avec ses patients ou avec ses sujets. Facebook, lui, n'a aucun cadre et donc peut faire à peu près ce qu'il veut. Et ça, c'est problématique. Donc vous appelez à une législation, à une loi éthique presque autour du design de ces nouvelles technologies. Voilà. Alors l'éthique, pour nous, c'est beaucoup plus vaste. Ça ne concerne pas du tout que l'attention. Nous, on relie un peu tous les sujets. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, si on a des problèmes d'éco-conception des services numériques, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup d'énergie, c'est aussi parce qu'on va devoir stocker beaucoup de données personnelles, qu'on capte donc beaucoup de données personnelles sur les utilisateurs et donc c'est un problème ça qu'on évoque tous les jours et dernièrement avec Cambridge Analytica. Et cette question des données personnelles, elle est aussi reliée à l'attention parce que fondamentalement, si on a des fonctionnalités de design qui sont faites pour capter votre attention, c'est pour collecter des données personnelles, pour pouvoir les revendre. Donc tout est connecté. Et nous, ce qu'on revendique, c'est des services qui soient mieux conçus, qui soient ce qu'on appelle responsables et social. Et pour ça, effectivement, on appelle à un cadre législatif qui viendrait limiter l'action des entreprises qui développent des services numériques envers leurs utilisateurs. Tristan Nieto, vous qui venez de rejoindre Quant, qui a travaillé pour Cozy Cloud, pour Mozilla, comment ça se passe quand on est du côté du concepteur de services, et vous qui êtes passé par des entreprises qui avaient l'ambition de développer des services respectueux, comment ça fonctionne en pratique, cette réflexion-là? Eh bien, ça fonctionne comme ça peut. Est-ce que vous associez les utilisateurs au processus de réflexion? Oui, et puis on se pose la question. Enfin, moi, j'ai toujours été militant et dans des organisations militantes, que ce soit Mozilla qui fait Firefox, donc peut-être que certains d'entre vous utilisent, ou Cozy Cloud qui préserve vos données personnelles, ou Quant qui ne collecte pas, qui vous offre un moteur de recherche mais sans collecter des données personnelles. À chaque fois, c'est des sociétés qui ont une mission et qui veulent en fait créer un numérique qui est mieux, qui est plus au service des gens. Mais chez Facebook, ils sont pas du tout sur la même partition, quoi, hein. C'est clair, ils sont là. Enfin, on le voit là cette semaine, le New York Times sort un scandale comme quoi Facebook a confié les données de tous les utilisateurs à 60 fabricants de téléphones, quoi. Et depuis 10 ans, il leur a donné les clés du camion. Donc pendant 10 ans, quoi. Et c'est un truc de dingue. C'est l'open bar mélangé avec le Far West, quoi. C'est la date. Non, mais allez-y, c'est pas à nous. Hein, c'est la data des utilisateurs. On en a une copie, on vous la file. Faites ce que vous voulez avec, quoi. C'est juste, mais hallucinant, parce que ces gens-là n'ont jamais eu de réflexion éthique. Ils sont là dans on va grossir, on va tous les avoir, on va les doubler, on va faire mieux, pire que Google, enfin bon, etc. Donc
C'est juste, enfin, je boxe pas dans la même catégorie qu'eux. Je suis pas dans le même monde. Et je pense que le monde est en train de basculer. Je pense que il y a un besoin, enfin, parce que le numérique est quand même là, enfin, sauf catastrophe nucléaire ou écologique majeure. Je pense que le numérique est là pour longtemps. Et il est de plus en plus dans toutes les couches, dans tous les actes de chacun de nous, les couches de la société et les actes de chacun de nous. Et donc, s'il est là pour longtemps, il va falloir qu'il soit respectueux de nous si on ne veut pas tomber dans une dystopie totale, être complètement fliqué, être complètement décérébré par les services et les smartphones. Donc, il faut construire un numérique qui est durable, comme le développement écologique est durable, c'est-à-dire quelque chose qui puisse évoluer avec la société en symbiose, donc en écologie, en fait, plutôt que simplement de l'économie. Donc j'adore ce jeu de mots économie-écologie. Pour moi, il existe dans l'attention, mais en fait, il existe dans tout le numérique. On va finir sur l'écologie de l'attention. Juste, du coup, vous êtes d'accord aussi avec l'idée que c'est aux législateurs, au pouvoir public de s'emparer de cette question? Parce que comment on fait pour convaincre les Facebook, les Google d'avoir cette réflexion Alors, éthique? c'est pas facile. Donc, moi, j'étais au Conseil national du numérique. Je suis au comité de prospective de la CNIL. Et donc, les problèmes de régulation, je les ai étudiés. Le problème, c'est que la régulation, ça va beaucoup plus lentement que les industriels du numérique. Mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement. Donc c'est pas facile. Et j'ai rien contre la régulation, mais je veux dire, il faut quand même être conscient de ses limites intrinsèques. Et donc moi, mon énergie, elle est plutôt à construire des services alternatifs, plus vertueux, qui donc peuvent être proposés en alternative à des services existants, et on dit, regardez, il y a ça, c'est mieux. Regardez, il y a Quant vous espionne pas. Regardez, il y a Firefox, c'est fait par une organisation à but non lucratif, ils sont là pour défendre la bonne santé de l'Internet, et ils sont au service de l'individu. Regardez, il y a Cozy Cloud, ils sont là pour protéger vos données personnelles. Et c'est toujours mieux que Google Drive, que Google Search ou que Google Chrome, au hasard. Donc il faut qu'il y ait une alternative. En fait, c'est un peu carotte et bâton. Il faut inciter les gens, il faut leur en donner une alternative, un endroit, des services qu'ils peuvent utiliser à la place des choses qui ne sont pas respectueux des usagers. Yves Citon, du coup, je vous laisse le mot de la fin avant qu'on passe aux questions. Une écologie de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi est-ce que ce serait une solution? Alors rapidement, parce que justement on va avoir des questions. C'est raisonner en termes de milieu attentionnel, dans quel milieu attentionnel j'évolue, et de se dire que ces milieux attentionnels, c'est des biens communs. Et là, il me semble qu'il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que les communs, qu'est-ce que c'est que les biens communs. Je pense qu'en France, il y a une sorte de consensus pour penser que quelque chose comme l'eau, que quelque chose comme l'air, ça serait bizarre de le privatiser. Ce serait bizarre qu'on nous fasse payer l'air qu'on respire, ou on nous fait un peu payer l'eau qu'on consomme, mais on a vu ça s'est privatisé, puis maintenant ça se publie, ça redevient public, etc. Donc en France, il y a une sorte, je crois, j'espère que ça va durer, une sorte d'évidence que l'éducation, c'est un bien commun. Voilà. On gagne tous, on bénéficie tous. Est-ce que les jeunes générations reçoivent une bonne éducation? Et puis oui, ça coûte, mais c'est un bien commun. Il me semble qu'il faut penser les milieux attentionnels comme des biens communs, ce qu'on fait déjà un petit peu. Je veux dire, vous n'avez pas le droit à 3 heures du matin de faire beaucoup de bruit chez vous parce que tout votre immeuble a envie de dormir. Donc de respecter quelque chose comme le silence. Le silence est un bien commun. Je n'ai pas le droit à 3 heures du matin de mettre ma stéréo très fort, de hurler, etc. Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce petit fait-là, qui est intuitif pour nous, c'est pas besoin de faire la révolution. Le silence est un bien commun. Quand je me promène dans la gare de Lyon et qu'ils remplacent les panneaux publicitaires qui me plaisaient déjà pas beaucoup avec des nouveaux panneaux qui consomment de l'électricité, qui mettent des images qui bougent et qui font un phénomène de saillance. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène de saillance ? C'est ça, c'est pas bien fait. D'habitude, je fais un bruit très fort, puis tout le monde sursaute, et puis se réveille. J'ai sursauté. D'accord, ça marche. Une saillance, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ne pas remarquer. Style sirène de pompiers, etc. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des publicités avec des images qui bougent? Et de nouveau, là, c'est notre cerveau, je ne sais pas, c'est reptilien ou quoi que ce soit. On doit remarquer, on ne peut pas ne pas remarquer quelque chose qui bouge parce que potentiellement c'est un danger. C'est le truc que je disais tout à l'heure, le sexe et puis la survie. Donc, quand je marche dans la gare de Lyon et qu'ils ont remplacé ces posters
qui avait des couleurs vives, qui étaient faits pour attirer mon regard, mais peut-être que je pouvais m'y habituer. Là, je ne peux pas m'habituer. Donc ça, c'est le bien commun qui est, lorsque je marche, j'ai envie de pouvoir penser. Je ne peux pas parce que ça m'agresse. Et donc là, effectivement, c'est une question politique. Et avant même de dire que c'est une question de loi, c'est une question d'idée. C'est une question, si déjà nous, on sort d'ici en se disant les milieux attentionnels qui nous permettent de réfléchir, qui nous permettent d'être un petit peu sereins, qui nous permettent de prêter attention les uns aux autres dans des bonnes conditions, ça, ce sont des biens communs comme l'eau, comme l'air, comme l'éducation. Et ben là, on a des bases solides. Après, on peut demander aux législateurs, tiens, voilà, faut que vous compreniez ça, les gars, qu'est-ce que vous allez faire comme loi? Et effectivement, les lois sont toujours un petit peu en retard par rapport aux innovations, par rapport aux trucs que chacun peut inventer pour piéger les autres, c'est clair. N'empêche qu'il y a des socles un petit peu fondamentaux, comme une réflexion sur les biens communs, qui sont vraiment essentiels. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. On va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a une interrogation, envie de s'exprimer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe les micros dans la salle ou est-ce qu'on répète les questions parce que je pense qu'on va... Je vais vous emprunter votre micro. Ah, monsieur. Non, est-ce que vous pouvez vous lever pour poser votre question? Bonjour. Frédéric Delias. On en parlait avec les copains et peut-être que vous êtes bien ou mieux placé pour savoir. Parce que quand on a une idée géniale, on se dit que quelqu'un y a déjà pensé avant nous et que c'est juste une conjoncture. Alors on se disait, mais avec toutes ces applications, etc., ce serait peut-être bien de créer un label éthique en application, comme il y en a dans le Fairtrade ou je ne sais pas quoi. Et je me dis que vous êtes peut-être mieux informés que nous sur ce sujet et que peut-être que ces choses-là sont déjà en cours ou en route. Le label, on nous en parle toutes les semaines. Mais vraiment toutes les semaines. Et moi, je précise juste que c'est Frédéric Delias qui a fait la question et dont l'œuvre est là-bas derrière. C'est la petite... l'objet magique qu'on touche et qui nous révèle nos propres sentiments et qui lui-même a des affects et voilà, une interaction affective avec un objet qui a la capacité d'être attentif à nos émotions dans la mesure où nous sommes attentifs aux siennes. Et je vous conseille d'aller expérimenter, c'est très très beau. Sur le label? Sur le label, ouais, donc on nous en parle vraiment souvent. En fait, nous on a un vrai problème avec ça parce que ça veut dire déjà qu'il faut trouver une autorité qui soit suffisamment haute pour être capable de décerner des labels, pour être capable d'évaluer la qualité d'un service. Nous, clairement, à notre association, on n'a pas du tout cette échelle-là. On n'est absolument pas capable de valider, de certifier un service. Et puis en fait de l'autre côté, ce qu'on veut pas, c'est trop tomber aussi dans ce qu'on appelle l'éthique washing, donc en fait des sociétés privées qui iraient faire des démarches juste pour avoir le label, mais qui ne feraient que ça pour le label et qui seraient pas véritablement intéressés par la démarche de fond. Alors après, il y a une subtilité à ce qu'on qualifie d'éthique washing, qui est que fondamentalement une entreprise économique a une vocation économique et que par essence, donc elle doit faire du profit, et que si elle doit faire du profit, elle doit trouver des moyens de faire du profit. Donc si on est vraiment totalement éthique dans la définition la plus absolue, qui serait de en fait totalement respecter les utilisateurs et donc en fait ne rien leur vendre, ça marche pas totalement. Du coup, je sais que c'est pas à moi de répondre aux questions, mais sur le label, il y a Time Well Spent, qui est une sorte de label éthique qui a été créé par un ancien de Google, pas celui dont je parlais en introduction. Si. Si, c'était lui, c'était pas un autre, ok. Donc du coup, qui a essayé de mettre en place une sorte de label à poser sur les services numériques pour dire qu'on passe bien notre temps sur ces services. Et chose qui d'ailleurs a eu un impact, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi à faire suffisamment de barouf aux États-Unis pour que très récemment, Apple en début de semaine et Google le mois dernier, qui ont tous les deux annoncé dans les nouvelles versions ou leurs futures versions des systèmes d'exploitation, donc pour l'iPhone et les Android, qu'il y aurait un système qui vous aide, et ça je trouve que c'est très encourageant, un système qui vous aide à mesurer combien de temps vous passez sur quelle application, et éventuellement avoir une signalisation attention, vous avez déjà passé 1 heure aujourd'hui sur YouTube et 2 heures aujourd'hui sur Facebook. Donc au bout de 2 heures, bim bim, ça fait déjà 2 heures de perdu du genou. Sachant que du coup, avant que Apple ne l'intègre comme fonctionnalité de base, et on verra ce que ça va donner, du coup Time Well Spent recommandait une autre application qui s'appelait Moments. Et Moments, en fait, effectivement, fait exactement ça, sauf que pour faire ça, elle a besoin de votre géolocalisation en permanence.
Et c'est là où on rejoint le truc de vision globale, en fait. Non, j'ai dit que je trouvais que l'idée était intéressante. Maintenant, il reste à voir la réalisation, etc. Alors, on a le temps pour une dernière question. Il n'y a pas une question d'une femme, hein, enfin, faites un effort, mesdames, là, parce que déjà, on est... Je suis assez d'accord avec Tristan Nito. Non, oui, mais Igor, il a l'air sympathique, Igor, mais bon, on a bien quand même une femme qui avait une question à poser, mesdames. Allez-y, madame. Merci. Non, vous voyez, il faut savoir provoquer. Bonsoir, je ne sais pas si vous aurez la réponse et excusez-moi si ma question est très naïve, mais comment des publicités qui apparemment nous agressent tous peuvent rapporter de l'argent aux personnes qui essayent de vendre des choses, des idées, des concepts, des objets sur Internet? Ben, comme disait c'est Frédéric Becbédé, qui était un ancien publicitaire, et il disait nous on faisait de la publicité pour les petits pois, et puis après les gens se mettaient à acheter des petits pois. Voilà, la raison c'est que ça marche. c'est juste ça. Et le retargeting en ça est intéressant et flippant en même temps. Le fer à repasser qui vous poursuit de site en site, à la fin vous dites ah ouais, faut que je l'achète quoi. Et donc ça c'est mesuré et on voit les effets, ça fonctionne. Ah oui. Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que en fait aujourd'hui les plus brillants esprits de la planète sont payés à vous faire cliquer sur des publicités. Eh ben merci, il est 20h tout pile, ça tombe bien. Alors pour les deux messieurs qui avaient des questions, vous inquiétez pas, on va avoir un petit moment de convivialité où vous pourrez les poser dans un contexte un peu plus informel. Juste un mot pour vous dire qu'après ce petit pot, il y aura à l'étage un spectacle du mentaliste Thierry Collet qui s'appelle Je clique, donc je suis, et que si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer un texto avec votre téléphone portable. Le numéro est affiché derrière et ça vous permettra de pouvoir participer au spectacle. Merci à tous les trois. Merci. Pour cette très belle discussion.